La majorité de nos coûts, elle est quand même mise en amont. Il y a plusieurs étapes. Il y a j'achète le produit ou je l'achète pas. Donc là, il y a une question, on va projeter la marge en disant en moyenne, va nous prendre tant de temps, ça va nous coûter tant de pièces détachées, etc. On l'achète pas. Ensuite, le technicien, quand il récupère l'appareil, il a un budget qui lui est donné pour les pièces détachées qu'il peut acheter. 10, 50, 100, 200 euros de pièces détachées. En se disant, si tu mets 200, si je te donne 200 euros, tu peux aller jusqu'à 200 euros et je sais que même à 200 euros, je vais atteindre la marge que je me suis fixée. Ça, c'est une formule avec laquelle on joue. Et ensuite, il y a le prix en ligne. Mais en fait, le prix en ligne, on a déjà payé l'appareil, les pièces détachées, le temps de main-d'œuvre. Le gros coût qui nous reste, c'est le coût logistique. Dès qu'un produit est réparé, on le met en vente et on paiera nos coûts logistiques. Même si c'est peut-être pas la marge qu'on attend. Parfois, on vend plus cher que ce qu'on aurait pu attendre. Parfois, on se retrouve à devoir baisser les prix. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés, en plus de ça, de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Mort, cofondateur d'Underdog, une entreprise française innovante qui se spécialise dans le reconditionnement d'électroménagers. L'entreprise se donne pour mission de redonner une seconde vie aux appareils électroménagers en combinant avantages économiques et impact environnemental. Le marché du reconditionné connaît un essor considérable ces dernières années. Rien qu'en France, c'est environ 10 millions d'appareils électroménagers qui sont jetés chaque année, souvent trop tôt, faute de solutions accessibles de réparation. Et dans ce contexte, le reconditionné se positionne comme une alternative essentielle, offrant aux consommateurs des produits de qualité à des prix beaucoup plus accessibles. En effet, le prix reste la première motivation d'achat pour les consommateurs de produits reconditionnés. Et pour une bonne raison. Les appareils reconditionnés peuvent être jusqu'à 50% moins chers que leur équivalent neuf. Mais au-delà de l'aspect financier, il ne faut pas négliger l'aspect durable. En prolongeant la vie de ces appareils, on lutte efficacement contre le gaspillage et on réduit l'empreinte écologique du secteur. Aujourd'hui, avec Underdog, Mathieu Mort se place au cœur de cette révolution. Dans cet épisode, nous allons explorer les 3 grands axes habituels de nos conversations, en commençant par le marché de l'électroménager reconditionné. Nous discuterons des dynamiques du secteur, des enjeux environnementaux liés au gaspillage, et de la manière dont le reconditionné peut se faire une place face aux appareils neufs avec un focus sur la motivation principale des consommateurs, le prix. Nous poursuivrons avec la proposition de valeur d'Underdog pour savoir comment, en fait, l'entreprise adresse ce marché. Mathieu nous parlera de l'histoire d'Underdog, de son modèle de reconditionnement et de vente en direct. Nous aborderons également ses projets de développement, notamment la levée de 7 millions d'euros qui permettra à l'entreprise d'accélérer sa croissance et d'élargir sa gamme de produits. La relation, enfin, avec les consommateurs, qui sont au cœur des préoccupations de tout le monde. Nous parlerons de la manière dont Underdog gère l'acquisition et la fidélisation de ses clients. Grâce à une stratégie basée sur la data, le CRM, l'IA, Underdog cherche à offrir une expérience client fluide et différenciée tout en répondant à des attentes croissantes en matière de transparence et de service. Bref, vous l'avez compris, un épisode passionnant à ne pas manquer où nous plongerons dans les coulisses de cette entreprise qui bouscule les codes du secteur de l'électroménager.
Mais avant de commencer, Mathieu, peux-tu te présenter en quelques mots ? Tout d'abord, un grand merci Cyril pour l'invitation, je suis hyper heureux d'être là. Pour me présenter en quelques mots, moi c'est Mathieu Mort, j'ai 39 ans, je suis père de 2 enfants, aujourd'hui entrepreneur, et donc un des cofondateurs d'Underdog. On a créé cette société il y a maintenant 3 ans, avec Claire et Laura. On va y revenir, je crois que d'ailleurs l'une d'entre elles est ta femme, si je ne dis pas de Absolument. bêtises. On va revenir sur la création, l'histoire, mais avant ça, on va rembobiner un peu le film. J'aimerais que tu nous dises quel est le profil, quel tien. Est-ce que tu es plutôt un ingénieur, un marketeur, autre chose et qu'est-ce que tu as fait pour construire finalement ta carrière professionnelle et arriver aujourd'hui chez Underdog ? Écoute, je pense que j'ai au fond de moi une fibre entrepreneuriale, et ce que j'aime, c'est construire et créer. Et donc, j'ai suivi un parcours finalement assez classique, parce que j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Je suis allé faire 3 ans en conseil en stratégie à Paris, chez Bain. Et suite à ça, je sentais au fond de moi que j'avais envie d'aller dans le concret, même si quand on a fait une On est prépa... d'accord, Bain, c'est la suite des études. Tu as Exactement. peaufiné l'apprentissage, comme beaucoup qui passent par les cabinets de strat. Tu ressors avec une force de travail, probablement, des méthodologies, c'est ça, et l'envie d'aller hands-on, comme on dit en anglais. Exactement. Alors le hands-on, c'est peut-être pas le truc qu'on apprend le plus en conseil, mais je sentais que j'avais ça au fond de moi. Non, tu l'apprends pas, mais justement, c'est parce que tu l'apprends pas que tu as envie d'y aller, non ? Exactement, exactement. Mais du coup, grosse intensité de travail, beaucoup de capacité analytique et une curiosité foisonnante avec la possibilité d'aller toucher à plein de sujets différents, des missions qui durent entre 1 mois et 6 mois. Donc on découvre des secteurs, on découvre des activités, et ça c'est super excitant. Mais le résultat se trouve plutôt dans une présentation ou des conseils, et je sens au fond de moi que j'ai envie d'y aller. J'avais toujours été attiré par le monde de la tech. Je codais un petit peu quand j'étais plus jeune, et à ce moment-là, il y avait une start-up qui m'intriguait énormément, qui était Uber. Et donc, je rejoins Uber. C'était à peu près Qu'est-ce les qui débuts. t'intriguait chez Uber ? Parce que tu as rejoint Uber 2 ans après qu'elle soit arrivée en France, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Mais c'était quoi Uber ? Parce que c'était pour toi une entreprise tech, c'était la façon avec laquelle Uber disrupte le marché du taxi. C'est quoi ce qui te motive ? En fait, alors, il y avait le mélange de plusieurs choses, mais il y avait l'aspect tech, d'être sur un service très novateur. J'adore tester les nouveaux services. À cette époque-là, Uber, c'est un service de black car. C'est un aller-retour à l'aéroport. Enfin, un aller à l'aéroport, c'était 120 €. C'était des classes S, mais on sentait qu'il se passait quelque chose. J'avais utilisé le service pour le tester parce que j'avais envie de c'est important ce toucher. que tu dis, de rappeler cette réalité. C'est qu'Uber, au départ, c'était pas des Skoda électriques qu'on voit qui ont 125 000 km. C'était des véhicules dits de place pour aller faire des trajets un peu, comme tu le dis, à l'aéroport. Exactement. Le marché du VTC était extrêmement réduit. D'ailleurs, on parlait plutôt du marché de la grande remise à l'époque, et c'était vraiment des chauffeurs privés qui travaillaient soit à leur compte au pied avec les palaces, soit des personnes qui étaient vraiment chauffeurs privés pour des personnes qui avaient les moyens de se l'offrir. On revient, qu'est-ce qui t'attire ? Et donc, ce qui m'attire, c'est le mélange de la tech et du concret. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans la vraie vie, c'est-à-dire des voitures qui se déplacent, des clients qui arrivent à se déplacer avec l'aide de la tech. Et ce que je sens dans cette entreprise, c'est qu'il y a de la place pour quelqu'un qui est commercial et non pas seulement développeur. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui était très novateur. En tout cas, chez Uber, il y avait énormément de profils en opération. C'est là que je suis allé pour construire toute l'offre de la plateforme. Et donc, construire l'offre de la plateforme, ça voulait dire trouver des chauffeurs, les aider à passer toutes les étapes pour devenir chauffeur. L'entreprise, c'est combien de personnes à ce moment-là ? Là, on est en quelle année ? Juste qu'on remette. Là, on est en 2014. En 2014, il y a combien de personnes ? Et on est une petite quinzaine à Paris. On est un peu moins de 2000 dans le monde. Et chaque ville ou chaque pays est extrêmement indépendant. À ce moment-là, il y a Paris et Lyon. Et donc, moi, je rejoins l'équipe Expansion. Donc, on est en charge d'ouvrir les nouvelles villes. Et c'est un marché qui est directement lié au nombre de chauffeurs qu'il y a sur la plateforme. Donc, notre boulot, c'est trouver le plus de chauffeurs qui vont sur la plateforme. Plus de chauffeurs, ça veut dire qui vient plus vite, ça veut dire des prix plus abordables, ça veut dire un meilleur service. Meilleur service, ça veut dire plus de clients et donc plus de chiffre d'affaires pour eux. Donc là, tu restes combien de temps là aux opérations chez Uber ? Alors, je passe 3 ans aux opérations chez Uber. Avant que tu nous parles d'Uber Eats ou que tu rejoins ensuite, je voudrais savoir si pendant ces 3 ans, tu as vécu aussi
la dimension médiatique autour de Uber, le fait que ça vienne proposer une offre alternative face aux taxis, le mécontentement des taxis. Est-ce que tu as vécu tout ça ? Oui. Vas-y, raconte un petit peu. On était vraiment en plein dedans. Pour te donner un exemple de ma première semaine sur ce que c'était que les opérations dans cette start-up, ma première semaine, je démarre le lundi, on dit maintenant, on doit payer les chauffeurs pour la semaine dernière, donc on fait plein de requêtes pour savoir combien de courses ils ont fait, combien est-ce qu'ils doivent toucher, il y a plein de choses qui étaient encore manuelles et gérées par les opérations. Ensuite, on passe la journée à valider les documents des chauffeurs, regarder des cartes grises, des permis, des certificats d'assurance pour que les chauffeurs puissent rejoindre. Et le lendemain, je vais à Bordeaux, qui était une ville qu'on venait de lancer, pour onboarder des chauffeurs. Donc, c'est rencontrer les chauffeurs, leur expliquer comment ça passe. L'application, elle n'était pas sur l'App Store. On se balade avec des iPhones qu'on donnait aux chauffeurs à ce moment-là. C'était le seul moyen pour eux d'avoir cette application-là. Et là, on prend notre première grève de taxi. Enfin, je prends ma première grève de taxi, puisqu'on est dans un hôtel, dans une salle de réunion, prêt à accueillir on devait avoir 20 à 30 chauffeurs qui devaient nous rejoindre. Et là, on vient nous voir et on nous dit il faut que vous partiez. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Si, il y a 200 chauffeurs de taxi qui arrivent pour bloquer l'hôtel, il faut que vous partiez. Et donc là, on découvre un peu ce que c'est. Donc une menace physique, quoi. Oui, ils nous disent, vous devez partir, ce que vous faites Uber, ça ne nous regarde pas, mais vous devez partir d'ici, sinon il y aura des problèmes. Et donc là, j'étais avec un autre responsable des opérations, et donc on se met dans un café et on appelle les chauffeurs qui étaient sur la liste d'attente pour les rencontrer et puis les prendre un par un. Et en fait, il fallait sans cesse trouver des solutions. Là, c'est un petit peu extrême, parce qu'on avait prévu une présentation d'1 heure, ensuite on valide les documents des chauffeurs, et puis ensuite ils sont partis. Donc on se retrouve, il y en a un qui regarde, qui passe les coups de fil, l'autre qui fait la présentation, et puis ça tourne. Les gens nous regardaient d'ailleurs un peu bizarrement à la terrasse de ce café, à sortir des iPhones et à les donner à des gens qui passaient par là. Mais c'était le système D. Puis évidemment, plus on a avancé, plus c'est devenu processé. Mais donc ça, c'était très concret. Et donc les grèves de taxi, on en a vécu pas mal. Je pense qu'en 2014, le service commençait à grossir, à être connu. Mais ensuite... on en parlait, c'était vraiment le service à la mode dont tout le monde parlait, tout le monde avait un point de vue, est-ce que pro-Uber, pro-taxi, et ça a aidé à la notoriété de la marque. Bon, et donc tu passes 3 ans, merci pour cette présentation d'Uber, mais Uber c'est aussi Uber Eats. Quand tu rejoins Uber Eats 3 ans après, c'est les débuts du service ? Exactement, c'est le tout début. Donc moi j'adore la phase de début sur Uber. Pendant ces 3 ans-là, on passe d'à peu près 20 000 courses par semaine à 1,5 million de courses par semaine. Donc une croissance qui est fulgurante. Avec le lancement, on passe de 2 à 10 villes. Et sur Uber Eats, je vois ce nouveau service qui va se lancer, qui est évidemment très différent. Il y a une chose qui est particulièrement différente, c'est qu'il y a non plus 2 acteurs, mais il y en a 3, puisqu'il y a le restaurant qui rentre dans la balance. Et je vois ce service qui va se lancer, et on est plusieurs dans les premiers de l'équipe Uber à se dire, OK, là, il y a une autre fusée, on va monter dedans et on y va. Et là, du coup, je passe des opérations au marketing. Donc, je deviens directeur marketing d'Uber Eats. À ce moment-là, on a 3 villes. On a Paris, Lyon et Lille. Et sur les 3 années qu'on suivi, on a suivi à peu près la même courbe de croissance, puisqu'on est passé de 20 000 à 1,5 million de repas livrés par semaine. Mais par semaine, ouais. Il y a quelque chose de très différent entre ces 2 services. Uber, le lien entre la taille d'une ville pour Uber et le nombre d'habitants de cette ville-là est exponentiel. C'est-à-dire qu'à Paris était à peu près 40 fois plus gros que Lyon en termes de nombre de courses par semaine. En revanche, sur la livraison de repas, c'est complètement proportionnel. Donc là, Paris, c'était 4 fois la taille de Lyon. Et donc ça, ce que ça nous permet de faire, c'est de lancer dans énormément de villes, qu'on peut lancer dans des villes de 10, 15, 20 000 habitants. Et donc on lance et on commence à opérer dans 200 villes, ce qui amène tout un paquet de nouveaux challenges. C'est quoi les défis marketing pour Uber Eats à ce moment-là ? C'est l'anoto, c'est l'acquisition, c'est l'onboarding des restaurants. Comment on résout ces enjeux marketing ? Un gros enjeu, c'était évidemment l'offre de restauration. Je pense que dans les 3 piliers... C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Hein. Exactement. Et là, il y en a 3. Donc, il faut des clients, des coursiers, des restaurants partenaires. Les coursiers, on n'avait pas les coursiers. C'était pas dans certains pays, c'est les mêmes
des chauffeurs Uber qui peuvent aussi faire de la livraison. C'est le cas dans pas mal de villes aux US. C'était pas le cas en France, donc il fallait reconstruire cette flotte de coursiers. Mais je pense qu'on avait un savoir-faire et que la tech a été particulièrement réutilisable. Le système de dispatch était très applicable. Sur les clients, on avait un énorme avantage parce qu'on avait Uber avec une base de clients colossale. Alors ça nous aide sur les 9 premières villes, mais après, ça ne nous aide plus parce qu'on n'a pas de clients. On n'a pas de clients à ce moment-là à Saint-Étienne, à Grenoble, à Caen. Mais évidemment, il y a quand même la notoriété de la marque et il y a un gros enjeu sur l'offre. Quand on se lance sur Uber Eats, il y a 5-6 acteurs déjà implantés qui ont des contrats de partenariat et d'exclusivité avec les restaurants. Et donc là, il faut y aller. À cette époque-là, il y a certains dont on ne se rappelle plus, mais il y avait Take It Easy, il y avait Foodora, il y avait Glovo, il y avait évidemment déjà Deliveroo, il y avait Allo Resto, etc. Toutes ces, aujourd'hui, il en reste deux. Voilà, aujourd'hui, il en reste deux. Il reste Deliveroo et Just Eat, Allo Resto qui est devenu Just Eat. Je pense que là où on a réussi à faire quelque chose, c'est qu'on a pris l'axe de s'appuyer sur des chaînes pour accélérer notre développement. Donc, notamment un partenariat exclusif avec McDonald's qui a accéléré notre croissance. Ça a mis beaucoup de pression sur nos marges, mais ça a accéléré notre croissance incroyablement. Et en fait, à partir du moment où on a la fiabilité avec les coursiers et la demande avec les clients, ça prend un peu de temps, mais les restaurants ont fini par transitionner et surtout par arrêter de signer des exclusivités. Parce qu'aujourd'hui, un restaurant a tout intérêt à avoir 2 tablettes pour faire pas forcément 2 fois plus de chiffre d'affaires, mais après Uber Eats, 50% de plus. Tu rentres pas directement, tu lances pas Underdog, il y a le Covid qui arrive, non ? Exactement. Donc, je m'arrête au moment du Covid. À ce moment-là, pendant le Covid, je suis... comment est-ce qu'on disait déjà ? On était... Confinés. On était confinés à Noirmoutier avec ma femme et on se dit, mais là, il y a ces mots qui étaient extrêmement durs. On parle des gens utiles et des gens, alors on n'a jamais dit inutiles, mais... tu parles des commerces essentiels et voilà, non essentiels. Essentiels, mais on parle aussi, il y avait les soignants qui étaient sur le front, et puis tout le monde était derrière, et puis on se dit, en fait, à quoi je sers ? Et donc là, on se dit, en fait, on sait faire des choses, mais là, on est en Vendée, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc on se dit, en fait, il y a une chose à ce moment-là qui commence à faire un petit peu peur. On pressent que les 2 semaines de confinement, ça ne va pas durer 2 semaines, que ça va durer plus longtemps, cette histoire. On se dit, en fait, quelque chose qui nous tient à cœur, nous, c'est nos commerces de proximité, on a envie de les aider. Ils sont à distance, eux, ils sont fermés. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour les aider ? On fait un post LinkedIn avec ma femme et je crée un site, une page en disant on voudrait créer une plateforme pour aider les commerçants, pour soutenir les commerçants pendant le Covid. On fait 30 000 vues sur notre post LinkedIn, 3 000 visites sur la page du site. Et donc là, on se dit, maintenant, on est obligé de le faire. Et donc, en une semaine, on sort une plateforme qui permet à tout commerce de s'inscrire et à tout client ou toute personne curieuse d'apporter son soutien à son commerçant ou à des commerçants en achetant un bon d'achat, en payant aujourd'hui ce qu'ils allaient consommer demain et surtout à envoyer un message de soutien qui était à la fois financier, mais aussi écrit. Ok, donc ça veut dire le commerçant va encaisser du chiffre d'affaires, mais pas vendre ses produits. Exact. Et quand le confinement se finira, les clients pourront aller retirer l'équivalent de ce qu'ils ont payé pendant le confinement. Exactement. Et là, les commerces qui cartonnent, les commerces qui ont fait le plus de chiffres, c'était les librairies. Là, pendant le Covid, c'est l'explosion d'Amazon, la convenience, les livres en librairie, en fait, c'est moins pratique, c'est parfois un petit peu plus cher, il n'y a pas forcément les 5% de réduction qu'on peut retrouver en ligne, et pourtant, on a une librairie notamment en Alsace qui fait 20 000 € sur la plateforme en 8 semaines, et en fait, ce message-là, il est hyper fort, c'est que les gens avaient hâte de retrouver leur commerce, ils voulaient les soutenir pendant ce moment-là. Finalement, c'est pas si surprenant sur la librairie, on vient chercher du conseil, du lien, mais ce message qui est « maintenant tout passera par l'e-commerce », on l'a vu à la sortie du Covid, il y a eu l'explosion en 2020, puis ensuite c'est un peu revenu en arrière. Cette plateforme, post-Covid, vous la fermez ou vous en faites quoi ? On la laisse ouverte, il y a eu d'autres confinements,
Mais dès la fin du premier confinement, c'est redescendu. Il y a quelques commerces qui continuent à l'utiliser. On avait négocié un accord pour qu'il n'y ait pas de frais de paiement sur la plateforme. Nous, on ne facturait rien, c'était bénévole, ça nous a coûté de l'argent de le faire. Mais qui l'utilisaient pour prendre des réservations de clients, etc. Mais ce qu'on a vu dans les confinements suivants, c'est que les commerces n'avaient plus besoin parce qu'ils avaient réussi à se digitaliser, mettre en place un site web, mettre en place le paiement, mettre en place le click and collect. Et donc, quelque part, est-ce qu'on les a un petit peu aidés pendant cette période-là ? On l'espère. En tout cas, le soutien, on avait tous les jours des commerçants qui pleuraient au téléphone en disant « Là, c'est terrible, on ne peut pas voir nos clients, mais j'ai vu ce message. Ce client-là, il vient tous les mois. Là, il a acheté pour 1 000 € dans ma boutique de vêtements. » C'était assez dingue. Là, les confinements se terminent et puis assez rapidement va se présenter à toi cette idée, cette réflexion autour d'Underdog. Je ne sais pas si ça s'appelle déjà comme ça. Comment ça se présente ? Alors, on a, avec donc, Claire, ma femme, on cherche tous les deux une idée de business à monter, plutôt séparément, parce qu'on se dit, est-ce qu'on veut, avec l'expérience de Sauvons nos commerces, ça avait super bien marché, mais on s'est dit, on travaille de manière hyper différente, je ne sais pas si ce serait compatible. Il y avait en même temps énormément d'intensité à ce moment-là, on a les enfants à la maison, il y a la pression du Covid, elle avait encore son job chez VP, et on se dit, on ne travaillera pas ensemble. Finalement, elle trouve cette idée-là, elle découvre ce marché, cette aberration, 10 millions d'appareils gros électroménagers qui sont jetés, il y en a entre 15 et 40% qui sont fonctionnels ou réparables. C'est colossal. Et donc, à ce moment-là, on se lance. Là, il y a un nom de code qui est d'ailleurs le nom commercial de la société. Ça s'appelait Older is Better. Mais dès le début, dès qu'on lève de l'argent pour un premier round de seed, on travaille, c'est là qu'on crée la marque Underdog. On va y revenir, bien sûr, parce que c'est l'objet de notre conversation. Avant qu'on y revienne, et surtout qu'on parle du marché, tu peux nous dire d'où sort ce nom, Underdog ? Bien sûr. Alors, Underdog, c'est un nom qui est inspiré du sport. C'est un mot américain. C'est un nom qui est très inspiré du sport. L'Underdog, c'est le challenger. C'est le petit dont on espère qu'il va gagner. Ça va peut-être être, vu qu'on est à Nantes, ça va peut-être être le FC Nantes contre le PSG. Et c'est celui qui va faire quelque chose de difficile, mais on a tous envie qu'il gagne. On est très inspiré par la culture du sport. Nous, cofondateurs, mais aussi toute l'équipe. Donc c'est de là qu'est venu ce nom, à la fois pour nous, parce qu'on fait quelque chose qui est difficile, mais à la fois pour nos machines, qui en fait sont vouées aujourd'hui à finir, dans le meilleur des cas, au recyclage ou à la décharge. Et en fait, plus personne ne mise sur elles vont finir au rebut, et nous, on veut leur donner une deuxième chance. Bon, merci pour cet éclairage. Merci pour la présentation de ton parcours, pour illustrer un peu, finalement, de quoi tu es fait. De quel bois tu es constitué. Non, mais c'est vrai que ça donne toujours un éclairage, et surtout quand on va parler de la suite. Justement, cette suite, j'aimerais que ce soit sur le marché. Tu as commencé à évoquer un certain nombre de chiffres, une certaine réalité. Probablement, avec Claire, quand vous vous êtes lancé, vous avez un peu plus structuré que juste, tiens, on a l'impression, au doigt mouillé, qu'il y a un truc à faire sur le marché de l'électroménager. Alors, c'est quoi le marché de l'électroménager ? C'est quoi celui du reconditionné en France ? Ouais. Alors, le marché de l'électroménager, c'est à peu près 15 millions d'appareils neufs 15 millions d'appareils gros électroménagers qui sont vendus en France. Quand je dis gros électroménagers, c'est lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, four, etc. On met le petit à part, les grille-pains, les micro-ondes, etc., qu'aujourd'hui, nous, on n'adresse pas. Sur les 15 millions, il y a à peu près 20% de part de marché pour les deux plus gros distributeurs, Darty et Boulanger. Puis après, plein d'acteurs. En fait, il y a plein de gens qui vendent de l'électroménager. Il y a des cuisinistes, il y a plein de petites enseignes qui en vendent. La grande distribution aussi. Toute la grande distribution, plein de pure players sur Internet, plein de personnes qui vendent sur les marketplaces. Et l'électroménager, 15 millions, et il y a à peu près 10 millions d'appareils qui sont jetés tous les ans, qui sont récupérés quand on va acheter du neuf. Souvent, le livreur installateur va récupérer l'ancien, ou alors nous, on va le déposer nous-mêmes. Le marché, quand on change son électroménager, il est structuré avec la reprise de l'ancien. Est-ce qu'il y a quand même, finalement, un certain nombre de consommateurs qui va revendre sur le Bon Coin et qu'on sort son électroménager ? Oui, il y a aussi de la revente sur le Bon Coin. Ce qui est
ce qui est assez amusant, c'est que c'est pas évident de tracer tous ces flux. C'est-à-dire, en fait, il y a 15 millions d'appareils neufs ou reconditionnés qui sont vendus par an. Très majoritairement, à 97%, c'est du neuf. Il y a des ventes sur le Bon Coin. Qu'est-ce qui va dans la reprise? Qu'est-ce qui est conservé chez les gens? Donc, on fait pas mal de boulot pour essayer de tracer tous ces flux. Mais c'est bien une réalité de marché. Ça, c'est une réalité de marché. 15 millions d'appareils neufs, 10 millions qui finissent jetés, récupérés. Moi, il y a une question qui me vient quand je t'entends parler justement sur l'offre. Ces 15 millions qui sont vendus, ils sont fabriqués où? Ils viennent d'où? Est-ce que c'est majoritairement de Chine? Quelle est la place des acteurs historiques, Miel et compagnie, et puis la place des nouveaux, des Chinois, qui sponsorisent des équipes de foot ou des grands événements. Et quelle est la différence entre ces produits? Alors, il y a une grosse partie, évidemment, qui vient d'Asie. On en retrouve pas mal aussi en Europe de l'Est et en Turquie. Beko, par exemple, est un groupe turc qui fabrique beaucoup là-bas. Et ensuite, il y a quelques autres lieux de fabrication sur des marques plus historiques. Donc, tu mentionnais Miel, qui est une super marque, qui est une marque allemande. Et donc, eux fabriquent en Allemagne. Mais le gros du marché, il est en Asie et Europe de l'Est. Et je mets Europe de l'Est plus Turquie. Exactement le même endroit. Je pense que c'est important. On va y revenir dessus. Justement, ce marché-là, il est un peu réglementé quand même. Il y a des obligations qui apparaissent pour les constructeurs d'indices de réparabilité, des choses comme ça. Comment ça évolue tout ça? Alors, les derniers chiffres qu'on a en parlant avec les distributeurs, c'est qu'il y a à peu près aujourd'hui 40% des appareils neufs vendus par les grandes enseignes qui sont de la MDD. Donc ça, c'est des produits qui sont toujours fabriqués loin. La réglementation dont tu parlais, ça a commencé par l'indice, au début la classe énergétique, puis ensuite l'indice de réparabilité, maintenant l'indice de durabilité. Je pense que ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres et un petit peu de difficulté à naviguer, même si on sait que les gens, pour un consommateur, ça change. De passer de l'indice de réparabilité à l'indice de durabilité qui inclut plus de choses. Donc, il y a une obligation de la part des fabricants d'expliquer ce qu'il y a dans leurs produits, à quel point est-ce qu'ils sont réparables, pendant combien de temps est-ce qu'on va pouvoir trouver les pièces, est-ce que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, les pièces vont être disponibles pour pouvoir réparer mon appareil. Il y a aussi à quel point c'est accessible et possible de les changer. On trouve malheureusement dans beaucoup de produits MDD parfois des pièces qui vont être soudées, et donc impossible à changer, ou des pièces qui sont introuvables, où c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois d'attente. Et quand nous, on voit ça auprès des gens chez qui on achète des pièces de rechange, en fait, on sait qu'on ne les retrouvera jamais. Les pièces de rechange, elles sont fabriquées par des fabricants différents de ceux qui fabriquent la machine initiale? Alors, il y a les deux. Soit on peut acheter des pièces constructeurs, soit on peut acheter des pièces génériques. Un peu comme nous, une on essaye voiture, d'acheter, en fait. dès que possible, on achète les pièces constructeurs quand on remplace. Et le consommateur là-dedans, comment il évolue en fait là, ces dernières années? Qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Est-ce qu'il cherche plus que jamais un prix? C'est-à-dire, est-ce que les produits d'entrée de gamme sont favorisés? Est-ce qu'à l'inverse, il va privilégier des produits plus haut de gamme, plus durables? Comment il interprète finalement l'obsolescence dite programmée? Je pense que le principal critère, c'est le prix. On le voit dans toutes les enquêtes qu'on fait nous, mais aussi qu'on lit sur le marché. Je pense que ça se voit aussi avec l'augmentation des ventes de produits MDD qui sont très, très entrée de gamme. Donc les deux segments qui aujourd'hui sont en croissance, avec des tailles de départ qui ne sont pas les mêmes, mais c'est la MDD et le reconditionné, puisqu'il permet soit à prix égal d'acheter un produit supérieur en capacité, en marque, en gamme, soit de payer en moyenne chez nous, c'est 30 à 35% moins cher que le même modèle en neuf. Avec une garantie équivalente? Oui, dès le début, notre pari, ça a été de dire que le niveau de service, il doit être équivalent. On n'a pas tout misé sur l'argument écologique. On se dit, mais en fait, il ne faut pas que l'expérience d'achat de reconditionné se fasse au rabais. Donc, on a investi sur la marque, on a investi sur notre site internet et sur la qualité de service. Donc, tous les produits sont garantis 2 ans,
Tous les produits sont livrés ou installés selon le choix du consommateur. Et puis, on a un SAV qui est très réactif et qui en On va revenir sur tout ça. Je reste encore un peu sur le marché. On a donc des consommateurs qui sont quand même pas mal drivés par le prix, Oui. même si les notions de durabilité viennent assez rapidement. Elles sont quand même clairement pas le premier critère. En face, on a une offre qui s'élargit avec des constructeurs nouveaux, dont des constructeurs chinois, avec des produits qui ne sont pas toujours réparables. Et ça, c'est un vrai problème. La filière du recyclage, là, tu l'as un peu évoqué. Est-ce qu'il y a des lois qui imposent justement aux fabricants ou aux distributeurs de récupérer les produits usagés? Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si tu nous dis que la majeure partie n'est pas réparée, les autres, comment ils finissent? Oui. En fait, pendant très longtemps, je pense qu'on a cru, en tant que société, que le recyclage, c'était la solution. Donc, on a mis en place des flux pour pouvoir récupérer des produits et les mettre au recyclage. Donc, le recyclage, ça veut dire qu'on les démonte, on les scie, et on récupère les métaux, oui, l'électronique, la tôle, le plastique et la tôle. Donc, quand on paye aujourd'hui l'écotaxe sur un produit, oui. L'écotaxe, c'est pour gérer la fin de vie des produits. Et rien que dans le nom, c'est qu'on part du principe que ce produit, il est mort. Et donc, nous, notre combat, et je pense qu'on parlera des challenges, c'est comment est-ce que la collecte de ces produits-là, elle se fait de la manière la plus préservante possible. C'est-à-dire un produit, si on laisse un lave-linge dehors sur un parking pendant 5 jours sous la pluie, là, le lave-linge, il est mort. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas? Comment est-ce qu'on fait pour que lors de la collecte, ce soit bien traité? Comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un puisse aller le plus haut possible dans la chaîne, diagnostiquer ce produit ou le pré-diagnostiquer en disant « je pense qu'il est réparable » ou pas? Et ensuite, c'est très bien que des produits non réparables aillent au recyclage. Nous, notre combat, c'est de remonter le plus haut possible en disant ce produit-là, je pense qu'il peut avoir une seconde vie. Le reconditionné aujourd'hui en France, en Europe, il en est à quel niveau de développement dans l'électroménager, le gros électroménager? C'est petit. La France est le marché le plus avancé. On n'a pas trouvé d'acteurs qui faisaient la même chose que nous dans d'autres pays. Et donc, les chiffres, c'est entre 300 et 400 000 produits reconditionnés vendus par an. Donc, c'est tout petit. On parle de 1 à 3% des ventes. Quand on réfléchit aux smartphones, les chiffres, c'est qu'en ce moment, on est à 25% des smartphones qui sont vendus en France qui sont reconditionnés. Les voitures, évidemment, une durée de vie plus longue, mais c'est plus de 70% des voitures qui sont vendues, qui sont des voitures de seconde main. Donc c'est un marché qui a structuré en France et en Europe. Exactement. Et ben justement, ça va faire une belle transition. Pour pouvoir nous parler un peu de ta proposition de valeur, je le disais en introduction, une des spécificités, c'est que vous n'êtes pas une marketplace, une plateforme technique qui met en relation des produits avec des consommateurs, mais vous êtes avant tout une entreprise qui vient réparer les produits. Et on va commencer par là avant de parler de la distribution. Quand vous vous lancez avec Claire, d'ailleurs, il y a une troisième associée. Il y a Laura également. Laura. Quand vous vous lancez, quels sont, parce que moi je les imagine énormes, les défis que vous avez en face de vous? Il vous faut, et dis-moi si je me trompe, mais en fait, vous avez besoin d'un local, de stock, d'outils pour réparer et d'expertise, donc de main-d'œuvre, parce que ça ne s'invente pas. C'est pas toi, avec tes petits outils que tu seras allé acheter chez Leroy Merlin, qui va aller réparer une machine. Il y a à industrialiser probablement un certain nombre de choses. Comment on fait quand on s'y connaît absolument pas là-dedans? Par quoi on commence? J'imagine qu'il y a besoin de capex de malade pour lancer un truc pareil. Donc déjà, tu as complètement raison sur les 4 ce qu'il nous faut. Donc quand on démarre, on se dit, bon, il nous faut un lieu, il nous faut de l'expertise, il nous faut du stock et il nous faut des capex pour l'aménagement, pour avoir la matière. Donc on trouve un local à Nantes. Là-dessus, on a été assez chanceux parce qu'on a trouvé un coworking industriel dans lequel on peut prendre seulement 500 mètres carrés pour démarrer. Le risque étant toujours, si tu prends trop grand, tu payes tous les mètres carrés dès le début. Et petit à petit, on a grappillé des mètres carrés supplémentaires au fur et à mesure qu'on avait besoin de plus d'espace. Le deuxième point, c'est le recrutement. On va plutôt chercher des techniciens expérimentés au début.
Donc notre responsable de la réparation est quelqu'un qui a fait 30 ans dans la réparation, qui fait le pari de nous rejoindre, alors que c'est plutôt dans des grands groupes jusqu'à ce moment-là, avec une carrière un peu plus tracée. Et je pense que le défi lui a parlé, et puis les opportunités qu'on lui proposait, qui étaient de devenir manager, de voir une entreprise qui grossit et d'être là depuis le début. On achète des stocks. Donc d'ailleurs, le premier stock qu'on achète, c'est un stock qu'on achète au groupe Boulanger. On se rend compte, heureusement, je pense qu'on n'a pas vu toutes les difficultés, qu'on les a pas mises sur le papier en se disant ça va être. Non, mais déjà, même sans s'amuser à les lister, on imagine juste déjà qu'il y en a une liste qui est longue comme le bras. Déjà, ton premier camion qui arrive avec 160 machines, avec des machines gerbées, donc empilées, jusqu'à 3 étages, comment est-ce que tu fais pour les enlever ? Et donc, rien que ça, c'est. Ok, en fait, il faut qu'on s'équipe. Et pourquoi Boulanger a c'est des modèles d'expo ? C'est quoi ? C'était des modèles qui venaient de leur SAV. C'est un de nos partenaires fournisseurs. Donc, c'est des machines que leur SAV n'arrivait pas à réparer, et donc que nous, on rachète. Et comment tu vas les négocier ? Comment tu vas voir Boulanger ? Comment tu fais là pour faire ce stock ? Coucou, je m'appelle Underdog, je me lance, j'ai besoin de machines, je vais essayer de les réparer. Comment on fait ? Eh bien, à peu près ça. On essaye de le faire de manière un peu plus rassurante et un peu plus pro. Non, mais je te pousse un peu, mais c'était juste parce que, en fait, j'imagine que c'est quand même pas simple. Boulanger, ils sont à Lille. C'est le groupe Mullier. Vous êtes à Nantes. Voilà. En fait, c'est quoi l'alternative que vous leur proposez ? Ces machines, vous allez les mettre au rebut. Elles vont partir au recyclage. Je vous propose de vous les racheter. C'est comment on fait ? En fait, au moment où on se lance, on échange évidemment avec tous nos futurs partenaires, avec tous les distributeurs. Donc on échange avec Darty, avec Boulanger, avec Carrefour, avec plein de partenaires. Déjà pour comprendre comment le marché est structuré, pour essayer d'avoir des ordres de grandeur, des chiffres. Et puis pour leur parler de notre projet et voir ce qu'ils en pensent. Et en fait, c'est super bien reçu. Ils partagent tous, on parlait du marché avant, mais ils voient cette tendance du reconditionné qui est en train de grossir très rapidement. Il y a eu le smartphone et tout l'électronique qui a poussé très très fort avec l'émergence d'acteurs comme Back Market qui sont venus essayer de gagner ou bien les challenger sur ce marché-là. Et ils sentent que le gros électroménager, c'est pas structuré, ça va venir, mais ils veulent en faire partie. C'est quand même, quand on pense à ces enseignes, le gros électroménager, c'est une grosse part de leur chiffre d'affaires. Donc eux, ils sont très contents de voir des acteurs qui se lancent parce que ce qu'ils font, c'est un autre métier, le métier de la distribution, alors physique et online. Et donc, ouvrir des centres de reconditionnement, former des équipes, mettre en place la logistique, c'est autre chose. Certes, ils ont un avantage parce qu'ils ont la capacité de distribution, ils ont beaucoup de stock, mais ils ont déjà plutôt pas assez de techniciens pour assurer le SAV de leur vente. Ça veut dire ça veut dire recruter plus de techniciens, mais ils n'arrivent pas forcément à fournir tout ce qu'il faut pour le besoin dont ils ont déjà sur leur service propre. Ou alors en enlever et mettre sous pression leurs capacités de SAV qui sont quand même quelque chose d'important pour toutes ces enseignes. Mais ça veut dire que vous aussi, vous avez une pression sur le recrutement, que c'est compliqué. Si ça l'est pour eux, ça devrait l'être pour vous aussi. Ça l'est aussi pour nous. Ok, donc tu arrives à les convaincre et tu reçois tes 160 premières machines. Ouais. Et là, tu n'as pas de Fenwick pour les descendre, c'est ça ? Et là, du coup, là on loue quelques bras pour venir nous aider à les descendre. Et donc ça, c'est typiquement les choses qu'on apprend. En fait, on veut se faire livrer sur palette, on veut pas que ça monte jusqu'en haut du camion, etc. Donc tout ça, on l'apprend, et dans nos cahiers des charges, quand on travaille avec ces enseignes, quand on va collecter des produits, en fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui est adapté à la fois à notre capacité de gestion et à la sécurité de nos équipes. Donc là, tu reçois ton premier stock, tu as ta première petite équipe de technique qui va être qui a 160 machines à réparer. Donc ça doit leur faire bizarre de voir arriver tout ça d'un coup. Ouais. Ensuite, il faut les vendre. Là, on a parlé finalement des premières étapes nécessaires pour pouvoir les vendre. Donc là, tu vas immobiliser quand même de l'argent pour pouvoir louer, investir dans des produits, des talents, du stock. Et après, il faut vendre. Et c'est là où vous êtes singulier, c'est que vous n'allez pas vendre ça sur des places de marché. Vous allez ouvrir votre propre canal de vente. Exactement. Dès le début, au moment où on se lance, on fait une première levée de fonds avec l'ambition de créer un acteur fort sur le reconditionné. Vous levez combien au début ? On lève 3,8 millions d'euros fin 2022. Et en février 2023, on lance notre site. Donc, entre-temps, on a
Donc, commencer à recruter l'équipe, trouver un local, fait des travaux, parce qu'il faut aussi des bancs d'essai avec de l'arrivée, de la sortie d'eau, de l'électricité, commencer à organiser l'atelier. Là, en termes d'opération, t'es servi aussi, là. Là, en termes d'opération, c'est amusant. Ouais. Et en plus, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'on change les flux, on teste. Il n'y a pas un blueprint qu'on va copier-coller en disant c'est évidemment ça, et puis c'est très clair, et puis il faut que ça fasse... Et puis, chaque produit est unique, quelque part, en fait. Vous n'avez pas une profondeur hyper forte dans une référence. Non, on a vendu aujourd'hui pas loin de 15 000 produits, et en termes de références, on a vendu 6 000 références différentes. Donc la majorité des produits, on les voit qu'une fois. Mais ils sont quand même... Les marques ont leur spécificité, il y a des produits qui réutilisent t'arrives à des capitaliser pièces, sur un certain nombre de choses. On ne peut pas dire à un technicien, aujourd'hui, tu vas gérer des lave-linges Top Candy, ou cette semaine, tu vas gérer ce produit-là, ce sera toujours le même. Donc on essaye de faire ça en disant, là on a 3 fois le même, je lui donne les 3. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, peut-être que je vais pouvoir récupérer le module de puissance pour le mettre dans l'autre, ou le hublot, celui-là il est pas rayé, je vais le changer. Et donc ça on aime bien, ça permet de récupérer des pièces et de les réutiliser sans avoir à en racheter. Mais c'est plutôt pas la norme d'avoir de la profondeur. Il y a quand même le modèle qu'on a le plus vendu, c'est 60 fois, mais c'est plutôt complètement exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Et donc après, il faut les vendre. Donc vous ouvrez votre site. On ouvre notre site. Donc avec des fiches produits. Oui. Parce que c'était le sens de la question. C'est-à-dire que des produits qui sont uniques, ça veut dire à chaque fois, c'est 15 000 fiches produits, enfin 6 500 fiches produits qu'il faut processer. Oui. Donc avec un studio photo, avec comment on fait ? Oui, donc le chemin, je vais te parler un peu du chemin dans l'atelier, ça va t'expliquer les opérations. Donc, on réceptionne un produit quand il sort du camion. Là, il y a un technicien expérimenté qui vient le pré-diagnostiquer. Donc, le pré-diagnostiquer, il a une checklist pour vérifier que ce produit il a des chances d'être réparé. Il peut savoir très rapidement si un produit, en fait, ça vaut pas le coup de l'amener sur le banc. Le but, c'est d'amener sur le banc que des produits qui sont peut-être réparables. Et auquel cas, il va être utilisé en pièces détachées. Alors, on peut récupérer des pièces détachées. On les récupère que sur des produits qui sont jamais utilisés, puisqu'on en a. Des produits qui sont un peu vieux, on va pas forcément récupérer les pièces, on va plutôt prendre des pièces neuves dans ces cas-là, pour pas porter le risque, parce qu'on peut pas forcément tester chaque pièce, un module de puissance peut avoir... Donc on les récupère sur les machines neuves. Je t'ai coupé, premier diagnostic. Pré-diagnostic. Ensuite, le diagnostic, donc on amène l'appareil devant le technicien. Un technicien expérimenté, il peut avoir jusqu'à 10 appareils en même temps, parce qu'on fait tourner les cycles pendant longtemps. On fait tourner les cycles les plus longs, donc ça peut durer 3 heures sur un cycle de lavage, par exemple. Là, le technicien a une checklist, et donc il commence typiquement, il ouvre, il enlève les panneaux du lave-linge, il regarde à l'intérieur, il vérifie que ça prend de l'eau, il vérifie que ça prend X watts d'électricité, il suit la checklist, et donc il diagnostique pour voir si l'appareil est réparable, pour voir s'il y a une panne, quelle est la panne, et ensuite on répare la panne. S'il y a besoin d'une pièce détachée, on la commande, on reçoit la majorité des pièces détachées en 24-48 heures, c'est plutôt efficace. Il y a des produits sur lesquels ça met parfois plus de temps. Ensuite, une fois que l'appareil est réparé, il passe au nettoyage, puis à la photo, et là, il est mis en ligne sur le site. Donc là, la fiche produit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une photo, il faut aussi... C'est quoi ? C'est la fiche produit du fabricant que vous réutilisez ? Vous faites votre propre contenu ? Comment on fait ça ? Alors on aspire le contenu, on récupère le contenu sur Internet pour pouvoir réutiliser les fiches produits qu'on veut. Il y a plusieurs composantes. En fait, il y a la photo, ça c'est quelque chose qu'on génère nous-mêmes. On ne met pas les photos du neuf sur notre site. Le client voit le vrai produit qu'il va avoir avec ses vrais défauts. Et à ce moment-là, les défauts sont listés également par les opérateurs. Le prix, à chaque fois qu'on achète un produit, notre équipe achat va faire du relevé de prix pour voir quel est le prix du neuf de cet appareil-là. Donc ça va nous donner le prix barré sur notre site. Et on a un outil de pricing qui nous dit à quel prix est-ce que nous, on doit vendre ce produit-là. Et ensuite, il y a toutes les informations techniques qui sont propres au modèle. Donc c'est les dimensions, la capacité, les programmes. Tout ça, on va le récupérer sur Internet, si possible de manière automatisée, et parfois manuellement quand on ne l'a pas. Je reviens sur le prix. Vous avez un prix minimum en deçà duquel vous ne pouvez pas descendre, sinon vous ne couvrez pas vos frais, vous n'avez plus de marge. Et est-ce qu'il arrive qu'un produit,
en fait, vous pouvez le vendre plus cher parce que le marché le demande. Du coup, vous augmentez votre marge comme ça. Oui, en fait, on joue beaucoup avec le prix pour essayer de trouver quel est le bon prix. Vu qu'on ne vend pas un produit neuf où il y a un prix de marché, parce que ton iPhone 16, 128 Go, le prix de marché aujourd'hui, c'est 899 €, c'est le prix. Et donc, si toi, tu veux le vendre, tu es peut-être prêt à descendre un tout petit peu pour essayer de le vendre, mais c'est quand même... là, tu as un prix. Nous, il y a des produits, il est vendu en neuf, il est peut-être parfois même plus vendu en neuf, ou plus actuellement. Ouais. Donc nous, on a fait plein d'analyses maintenant sur les 15 000 produits qu'on a vendus en disant quel est le bon prix. Et en fait, le bon prix, on estime que c'est le prix auquel un client va l'acheter. Donc on va définir un prix auquel on va... Mais il y a un prix plancher. Vous n'allez pas perdre de l'argent, quoi, c'est ce que je veux dire. En fait, la majorité de nos coûts, elle est quand même mise en amont. Donc il y a plusieurs étapes. J'achète le produit ou je ne l'achète pas. Donc là, il y a une question, on va projeter la marge en disant en moyenne, ça va nous prendre tant de temps, ça va nous coûter tant de pièces détachées, etc. On l'achète pas. Ensuite, le technicien, quand il récupère l'appareil, il a un budget qui lui est donné pour les pièces détachées qu'il peut acheter. 10, 50, 100, 200 € de pièces détachées, en disant si tu mets 200, si je te donne 200 €, tu peux aller jusqu'à 200 € et je sais que même à 200 €, je vais atteindre la marge que je me suis fixée. Ça, c'est une formule avec laquelle on joue. Et ensuite, il y a le prix en ligne. Mais en fait, le prix en ligne, on a déjà payé l'appareil, les pièces détachées, le temps de main-d'œuvre. Et en fait, le gros coût qui nous reste, c'est le coût logistique. Donc en fait, dès qu'un produit est réparé, on le met en vente et on paiera nos coûts logistiques. Même si c'est peut-être pas la marge qu'on attend. Parfois, on vend plus cher que ce qu'on aurait pu attendre. Parfois, on se retrouve à devoir baisser les prix. Voilà. Donc, vous êtes un distributeur, tout comme un réparateur, c'est ça, un réparateur-distributeur. Vous avez levé 7 millions d'euros là récemment, donc en plus des 3,8, donc un peu plus, presque 11 millions d'euros. Cet argent neuf, il sert à quoi ? C'est quoi les projets d'expansion d'Underdog ? Oui. Alors les projets de la première levée de fonds, c'était ce qu'on s'était fixé comme objectif, c'était d'avoir un POC et de montrer que ça marche. Donc à Nantes, on sort 700 machines par mois, on est capable de les vendre et on a une marge qui s'améliore mois après mois. Plus un plan pour se développer. Mais donc ça, c'était l'objet du site, du premier tour de financement. Le deuxième, maintenant, c'est d'amener Nantes à sa pleine capacité, qu'on estime entre 1500 et 1800 machines. Là, vous êtes toujours dans du coworking, on est resté dans 500 mètres carrés, puis 800, puis 1000. Et puis, en fait, les gérants du coworking n'ont pas réussi, eux, à faire fonctionner leur business model. Donc, nous, on a récupéré la totalité du lieu. Il restait quelques coworkers qui sont partis petit à petit parce qu'ils déménageaient dans d'autres endroits. Et donc, nous, ça nous a permis, pendant cette période-là, de continuer à louer quelques mètres carrés. Maintenant, on utilise la totalité du lieu. Donc, ça fait 2700 mètres carrés notre espace, notre centre de reconditionnement, avec nos bureaux qui sont sur place. Ça, c'est une grande force d'avoir la communication entre les équipes bureaux et l'entrepôt. En juin 2025, c'est combien de personnes aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 45, avec une quinzaine de personnes dans les bureaux et 30 personnes dans le centre de reconditionnement. Pour un peu plus de la moitié, donc on a 16 techniciens et 14 opérateurs pour toute la partie de réception, la partie de nettoyage, de prise de photos et de préparation des expéditions. Ok, donc là on y est. Et c'est quoi la suite alors ? Donc la suite, c'est amener Nantes à son plein potentiel, 1500-1800 machines. Doublé ? Dans le plan, fois 2,5, fois 3. On planifie d'ouvrir 3 nouveaux centres de reconditionnement en France dans les 3 prochaines années. Donc à des lieux géographiques différents ? À des lieux géographiques différents, pour plusieurs raisons. Mais il y a le principal sujet, c'est réussir à recruter plus de techniciens. Et donc, on pense que pour ça, être à plusieurs endroits, ça va nous aider, puisque dans la région nantaise, il y a un pool limité de techniciens expérimentés. Dans les 15 techniciens de l'équipe, 16 techniciens de l'équipe, il y en a la moitié qui vient de notre programme de formation. Donc, on a lancé notre propre programme de formation, qui fait qu'un technicien, en 3 mois, est autonome, et en 1 an, atteint la productivité d'un senior qui a travaillé pendant 3 ans dans la réparation à domicile. D'accord, donc vous allez en ouvrir d'autres. Et ensuite, il y a évidemment la création de continuer à accompagner la croissance. Donc continuer à passer de 700-800 machines vendues par mois à un peu plus de 6000.
Il y a à plus long terme des velléités cross-border? Oui. Je pense que ce sera l'objet du tour suivant. Le marché en France, il est déjà tellement gros qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais on regarde ça de très près. On est assez encouragé par nos partenaires. Disant, si vous venez ici ou là, on saura vous accompagner, on saura vous fournir, on sait qu'il y a de la demande. Aujourd'hui, à court terme, c'est plutôt continuer à grossir très fort en France, même si on suit de très près l'international. Avant qu'on passe à l'acquisition consommateur, puisque c'est en fait une donnée fondamentale dans votre développement, et je pense que vous allez aussi utiliser ces fonds pour communiquer autour de la marque, on va y revenir. J'ai 2 questions. Tu parlais de la logistique, c'est un enjeu, le hors-gabarit en logistique. Il faut trouver des transporteurs qui savent manipuler ce genre de machines, les monter dans les immeubles quand il faut les monter dans les immeubles. Comment c'est un vrai sujet pour vous, ça? Parce qu'en plus, c'est un coût qui n'est pas neutre. Hein. Je te le confirme. Je pense que Amazon a fait très mal en faisant croire à beaucoup de gens que la livraison, c'était gratuit. La livraison, elle est parfois offerte, mais elle est jamais gratuite. Et le hors-gabarit, dont tu parles, tu dois bien connaître ce secteur-là. Le hors-gabarit versus la messagerie. Voilà. C'est-à-dire au-dessus de 30 kilos, on est dans du hors-gabarit. Exactement. Et donc, la majorité, un lave-linge, ça fait en moyenne 60 kilos. Donc, ça passe là-dedans. Et puis, il y a 2 choses. Il y a le poids et la taille, mais il y a aussi le service. Donc, on a 2 services. C'est-à-dire qu'on peut te livrer en bas de chez toi, devant ta maison ou au pied de ton immeuble, ou on peut livrer dans la pièce de ton choix et installer. C'est pas le même coût pour nous et pour le client. Et donc, on travaille pour optimiser ces coûts-là. Ce qui est assez frustrant, c'est que c'est un énorme coût dans notre PNL, et c'est aussi là que sont générées la majorité des frustrations pour les clients, parce que notre livraison, elle tient pas dans une boîte aux lettres. Alors, vous arrivez à travailler avec des créneaux, la prise de créneaux pour la livraison? Oui, oui, on prend un créneau. Nous, on expédie, donc on le fournit au transporteur, qui ensuite, lui, va contacter le client avec de la prise de rendez-vous, demi-journée et affinée à 2 heures, ensuite, une fois que le matin du début de la tournée. Vous avez beaucoup de transporteurs qui travaillent pour vous, ou vous avez privilégié une entreprise? Aujourd'hui, on en a 2. Ouais. Donc, un qui fait du service pas de porte et un qui fait la livraison à l'installation. Et en bonus, on a un partenaire à Nantes qui livre en vélo. Des machines à laver? Des machines à laver et des frigos en vélo sur... Des vélos cargo, ils ont une carriole derrière sur lequel ils mettent les appareils, et ça, c'est hyper sympa. C'est très aligné avec notre mission et ça surprend énormément les clients. Et donc ça, c'est le petit plus à Nantes, mais on peut malheureusement pas mettre en place. C'est pas scalable, comme on dit. Non. Dis-moi, et dernière question par rapport à votre business. Le modèle économique, la rentabilité, vous la voyez à très 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 loin, il faut beaucoup de volume. Est-ce que les marges sont serrées? Évidemment, on comprend que le marché il est en devenir, qu'il y a un potentiel énorme, mais c'est un pari un peu à long terme parce qu'il faut beaucoup de volume, ou assez rapidement, finalement, on peut atteindre une forme de rentabilité. Oui, écoute, on a beaucoup travaillé en 2024. Je pense qu'en 2023, on prouve qu'on arrive à vendre et qu'on arrive à sourcer. 2024, on a fait beaucoup de travail sur la profitabilité, à regarder toutes les lignes de coûts et à toutes les améliorer de 1, 2, 5, 10 euros. T'as embauché un DAF? on a une DAF à temps partagé, mais en fait, tout le monde s'y est mis. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'encadre le marketing. On retravaille sur nos grilles de prix, on retravaille sur nos codes promo, on fait baisser le CAC. Sur les achats, en fait, on essaye de remplir les camions pour faire baisser le coût de transport pour les faire venir. On renégocie avec les fournisseurs. Tu fais du contrôle de gestion. Et donc, on regarde toutes les lignes et tout le monde s'y est mis dans le SAV. Qu'est-ce qui est plus rentable? Rembourser le client, renvoyer une nouvelle machine quand il y a un problème. Qu'est-ce qu'on veut faire? La productivité des techniciens, l'organisation de l'équipe, tout ça, on a bien travaillé. Et donc, aujourd'hui, on gagne de l'argent sur chaque machine qu'on vend. En revanche, on ne paye pas encore les frais de siège. Donc, on a écrit notre business plan et fin 2027, on devient rentable en cash dans le plan. Ok, merci pour cette précision. Excuse-moi de cette indiscrétion, mais finalement, c'est un nouveau business qui se lance.
dans un nouveau marché. Donc il y a des questions par rapport à ça, puisque lancer un business rentable, c'est pas toujours évident. Et là, je vois que vous vous en donnez les moyens. C'est obligatoire maintenant quand tu lèves des fonds. Plus que jamais, on est bien d'accord. Des bidas alors que c'était interdit il y a quelques années. Justement, tu as le bon market fit, tu as le bon produit vous avez une offre qui rencontre la demande. Tu donnes l'impression à t'écouter que vous gérez bien les opérations au mieux. Mais tout ça ne fonctionne que s'il y a des consommateurs. Et en fait, le consommateur, pourquoi il est il est au centre de toutes les préoccupations, c'est que c'est lui qui achète, bien sûr, mais c'est lui il faut fidéliser, puis c'est lui qui va peut-être faire la promotion de votre service. Bref, aujourd'hui, tu peux nous raconter comment vous êtes lancé, comment vous développez cette communauté d'acheteurs. Est-ce que d'ailleurs, c'est le mot communauté que vous utilisez? Comment vous l'animez? On s'est lancé... En fait, on n'a pas un produit dont tu peux déclencher l'achat avec une pub Instagram. Ce qui est le cas d'aujourd'hui. Beaucoup de business e-commerce. Tu as une belle pub, tu cibles bien les gens et puis pouf, ils vont acheter. Je peux faire la meilleure pub possible. C'est pas ça qui va te faire dire si je vais acheter un nouveau frigo. Donc nous, notre pari aujourd'hui, en tout cas pour le lancement, on a choisi d'être vraiment concentré sur des acheteurs intentionnistes. Et on est parti du principe, on sait que c'est faux et on espérait que ce soit faux, que les gens vont venir une fois. Il se trouve que chez soi, on a en moyenne 5 appareils gros électroménagers, donc on en achète un tous les 2 à 3 ans en tant que consommateur. Donc en fait, les gens... Écoutez, il y a une tuile qui va me tomber sur le coin de la figure dans pas longtemps. Non, on croise les doigts, on espère que ça... On pourra faire une section après sur comment entretenir son sèche-linge et sur la vaisselle. Mais non, plus sérieusement, on s'est dit... partons du principe que chaque vente doit être rentable, et si le consommateur revient, c'est tant mieux. Aujourd'hui, on a à peu près 10% de nos ventes qui viennent de clients qui ont déjà commandé, alors que ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé à commercialiser. Donc ça, c'est déjà plutôt encourageant. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur la communauté. On a lancé, il y a quelques semaines, un travail de rebranding pour retravailler sur le positionnement de la marque, pour être une marque qui est plus joyeuse, plus engageante, et qui va encourager ce sentiment de fierté et donc de communauté. Ce qu'on pense, c'est on propose une manière, un bon plan, une manière de consommer un peu plus futée. Et donc, on aimerait que nos clients aient cette fierté-là. Même si tu viens pour le prix, tu peux avoir te dire, en fait, j'ai été futé parce que j'ai trouvé un moyen d'acheter mon prochain lave-linge 30% moins cher. Mais il y a aussi une fierté qui vient de l'impact écologique qui a toujours été chez nous plutôt la cerise sur le gâteau. Donc on a un peu quelques clients qui reviennent. Et cette partie-là, en fait, on voit que tous les mois, elle augmente légèrement. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. On a nos réseaux sociaux, on a du CRM et de l'emailing. On a beaucoup de choses à faire sur la communauté. On essaie de parler avec des entreprises qui font ça bien pour comprendre comment est-ce qu'elles l'animent. L'acquisition, finalement, c'est du paid traditionnel sur Google, Meta et compagnie, c'est ça? Aujourd'hui, principalement? Oui, principalement Google. Principalement Google. Google Shopping et Google Search. Donc si tu cherches lave-linge reconditionné, on va être là. Dès le début, on a aussi énormément travaillé sur le SEO. Donc tout le trafic direct et SEO, aujourd'hui, c'est 55% de nos ventes. Donc les graines qu'on a plantées payent sur ce marché-là. Les consommateurs, aujourd'hui, vous les structurez par profil. Vous savez qui ils sont? Est-ce que c'est complètement hétérogène? Est-ce qu'il y a une répartition géographique en CSP, autre? Comment ça fonctionne? Alors, on travaille pour de mieux en mieux les connaître. C'est un sujet, les insights clients, c'est un sujet sans fin. Ce qu'on note, c'est la majeure partie de nos clients, c'est 25-45 ans. Et le 45 a tendance à un peu grandir. Le point, c'est qu'on est quand même tous consommateurs de gros électroménagers à un moment ou à un autre. Tous les étudiants et moins de 25 ans, on a un peu de mal à... Je pense qu'on n'arrive pas à les adresser parce qu'à mon avis, on est un peu cher. Je pense qu'ils vont plus soit dans des logements meublés et déjà équipés,
soit plutôt sur le Bon Coin. Ouais. Nous, en termes de prix, typiquement, on se compare plutôt au neuf qu'au Bon Coin, parce qu'on a le niveau de service du neuf et la garantie. Là où sur le Bon Coin, ce sera beaucoup moins cher, on aura du mal à s'aligner sur un lave-linge à 100 €, mais tu lances une pièce pour savoir s'il fonctionne ou pas une fois que tu l'as ramené chez toi. Donc ça, c'est plutôt la catégorie d'âge. Évidemment, les grandes villes sont très représentées. Paris et l'Île-de-France est la plus grande ville, suivie par Nantes. Et je pense que c'est normal, parce qu'on est là, on a nos réseaux. Ce qu'on observe néanmoins, c'est qu'on est assez fort dans des zones plus reculées. Là où je pense qu'il y a moins d'alternatives directes. Si le magasin Boulanger ou Carrefour est à une demi-heure en voiture de chez toi, potentiellement, aller sur Internet, c'est un réflexe plus important. Ça, on n'a pas réussi à le quantifier. Est-ce que le e-commerce de gros électroménagers, au global, est-ce qu'il est plus représenté que le commerce physique? Mais en tout cas, on le pressent parce qu'on expédie beaucoup dans pas que dans les grandes villes. Tu parlais de communauté, la création de la communauté et le travail qui reste à faire autour de l'animation de cette communauté. En t'entendant parler, je me rappelle qu'il y a Spareka qui est venu derrière ce micro il y a quelques années pour nous parler justement de la réparation, mais de la réparation où chacun d'entre nous, on peut réparer notre électroménager avec un contenu pour le coup qui est très puissant puisque c'est le cœur de leur business, c'est de pouvoir trouver les vidéos YouTube, les tutos qui vont t'expliquer comment changer je sais pas quelle pièce dans la machine. C'est inspirant pour toi ce genre de façon d'animer une communauté sur un produit qui est pas forcément super sexy. Ouais, je pense que notre produit, il est pas sexy, le gros électroménager, donc on réfléchit beaucoup dans le repositionnement de la marque à comment créer une marque sexy, même si ton produit l'est pas forcément. Et Spareka, je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment canon. Quelque part, ça va dans la même mission de l'entreprise, qui est de faire durer l'électroménager plus longtemps. Et nous, on a plutôt envie que nos clients arrivent à réparer leur machine. Et effectivement, si c'est pas réparable, autant qu'ils achètent, et si possible, du reconditionné plutôt que du neuf. Mais on n'oppose pas la réparation et le reconditionné. On travaille beaucoup sur notre blog aussi pour créer du contenu sur comment réparer ton électroménager. Ça pourrait penser que tu scies la branche sur laquelle tu es assis, mais dans nos valeurs, il y a la transparence, et on préfère que les gens réparent. Bravo à Spareka, ils font un super boulot. Est-ce que le dossier Bicorp est quelque chose, entreprise à mission, Bicorp, c'est quelque chose qui est sur la table? Et alors, on est entreprise à mission, donc on l'a fait dès le début. Notre mission, c'est de créer une filière de reconditionnement de gros électroménagers en France. Et on pense qu'on va le faire. Déjà, le premier point, c'est si on arrive à créer un modèle rentable et duplicable, alors ça inspirera d'autres à le faire. Et donc, ça obligera tout le monde à se structurer. On doit créer les flux pour que les gisements aillent vers la seconde vie. Et donc, on a fait ce choix dès le début. On avait hésité entre Bicorp et entreprise à mission. Évidemment, on a choisi entreprise à mission qui est peut-être un petit peu moins connue, qui est français, mais qui nécessite quand même pas mal d'efforts. Et on est assez fiers de le faire, même si on le met assez peu en avant. C'est un peu comme le point sur l'impact. C'est plus la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas l'argument numéro 1 pour lequel on pense que quelqu'un va consommer chez nous. Ouais, c'est le prix. Dis-moi, quand je t'entends parler et que tu parles finalement de structuration du marché, vous êtes le pionnier sur ce marché-là, finalement, en France, du moins le plus gros industriel, on va dire, puisque c'est ce que vous êtes. S'il y a d'autres acteurs qui se lancent, est-ce qu'un jour, vous finirez par vous poser la question de dire notre site, on va peut-être le transformer en marketplace pour permettre à d'autres de venir vendre? Ou pas du tout? Si je t'ai posé la question, c'est que Back Market, je l'ai un peu dans un coin de ma tête, tu vois. Oui, bien sûr. Back Market, ils ont démarré en étant exclusivement marketplace. Donc ils ont jamais reconditionné d'iPhone eux-mêmes. Non, mais je pense qu'on verra. Boulanger, tu citais Boulanger, c'est une marketplace. Fnac Darty, c'est une marketplace. À mon avis, on pourrait être amené à le faire dès lors qu'on est. En fait,
quand tu es Darty et que tu sais que c'est une marketplace, la question, c'est la responsabilité du vendeur, mais la marque Darty est déjà tellement forte que, à la limite, c'est pas très grave pour eux. Nous, je pense que le sujet, c'est la confiance des consommateurs. Donc, aujourd'hui, je pense que on est fiers et on est garant de la qualité. Enfin, on est fiers de ce qu'on propose à nos clients et on est garant de la qualité. Ce qui devient difficile dès lors que tu as une autre offre chez toi. Donc, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il faudra qu'on ait des bonnes garanties sur la qualité de service qui est fournie par nos partenaires. On a parfois acheté des appareils pour compléter des catégories dans lesquelles on était trop juste en stock. Donc, on a acheté à des reconditionneurs et on voit qu'à ce stade, nos standards sont plus élevés que ceux d'autres reconditionneurs. Donc, je pense qu'on n'y est pas encore. Bon, eh ben, écoute, merci Mathieu pour cet échange. On a passé l'heure d'enregistrement. J'ai trouvé notre conversation hyper inspirante. Merci, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours un nouveau marché qui s'ouvre avec un nouvel acteur qui prend sa place. Il est français, génial, bravo et merci pour tout. Et puis je vais remercier aussi tous mes auditeurs. Merci pour les messages de soutien que vous me faites parvenir. Merci One-to-One Retail e-commerce et One-to-One Expérience Client pour le soutien apporté à cet épisode. Mathieu, si on veut te contacter, est-ce que c'est LinkedIn le meilleur des moyens ? Absolument. Bon, Mathieu Maure sur LinkedIn. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours passer par moi. Je me ferai un plaisir de lui transmettre les messages. Je te dis à bientôt et encore bravo. Un grand merci pour l'invitation. Merci.